Je n'aurais jamais imaginé que la terreur pouvait habiter si près de moi, si près que je pouvais presque la toucher de mes mains. Tout a commencé de manière si insignifiante, si quotidienne, que jamais je n'aurais pensé que cela pourrait se transformer en un cauchemar aussi horrible. Mais c'est parfois ainsi que le mal agit. Il s'infiltre dans la routine, se déguise en normalité, et lorsque vous vous y attendez le moins, il vous attrape dans son filet. Mon amie Laura et moi étions inséparables depuis le lycée. Je l'ai toujours considérée comme une sœur, quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance aveugle. Elle habitait à quelques maisons de la mienne, dans un quartier tranquille d'une petite ville des États-Unis. Nous nous connaissions si bien que tout changement dans son comportement était évident pour moi, et c'est précisément cela qui m'a alerté en premier. Tout a commencé de manière subtile. Laura a mentionné, presque comme une plainte passagère, qu'elle avait remarqué que quelqu'un la suivait lorsqu'elle rentrait du travail. Au début, elle n'y a pas accordé beaucoup d'importance. Elle pensait que c'était juste une coïncidence, ou peut-être qu'elle était trop paranoïaque. Mais avec le temps, cette sensation d'être observée est devenue une constante dans sa vie, une ombre qui la suivait à chaque pas. Laura a cessé de sortir autant qu'avant. Ses sorties nocturnes sont devenues rares et elle était toujours sur le qui-vive, regardant nerveusement autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de terrible se produise à tout moment. J'essayais de la rassurer, de lui dire que ce n'était que son imagination, mais au fond de moi, je ressentais une inquiétude que je ne pouvais ignorer. Et si ce qu'elle disait était vrai? Et si quelqu'un la traquait réellement? J'ai essayé de la convaincre d'aller à la police, mais Laura était réticente. Elle ne voulait pas paraître excessive ni hystérique. Ce n'est qu'une sensation, me disait-elle, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux, une peur qui devenait de plus en plus profonde chaque jour qui passait. La situation s'est aggravée le jour où elle a trouvé une lettre dans sa boîte aux lettres. Ce n'était pas une simple lettre d'amour, comme cela aurait pu sembler au début. Les mots qu'elle contenait étaient empreints d'une dévotion maladive, presque obsessionnelle. La lettre détaillait des aspects de la vie de Laura que seule une personne la suivant de près aurait pu connaître. De l'heure à laquelle elle quittait sa maison à l'itinéraire exact qu'elle empruntait pour aller au travail, tout était consigné avec une précision troublante. Mais ce qui l'a le plus effrayé, c'était une photographie qui accompagnait la lettre. C'était une image de Laura, prise sous un angle qui la faisait paraître complètement vulnérable, comme si elle était prise au piège dans une toile invisible. Lorsque Laura m'a montré la lettre, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai essayé de garder mon calme pour elle, mais le nœud dans mon estomac me disait que quelque chose de très mauvais allait se produire. J'ai tenté de la convaincre à nouveau qu'elle devait aller à la police, mais Laura était convaincue qu'ils ne la prendraient pas au sérieux. Que vont-ils faire? Chercher quelqu'un pour une simple lettre? Je ne sais même pas qui c'est, me disait-elle, avec un ton de résignation qui me brisait le cœur. Puis, au milieu de tout ce chaos, Laura a rencontré Marc. C'était un garçon gentil, avec un sourire qui semblait capable de dissiper n'importe quel nuage de tempête. Ils se sont rencontrés dans un café du centre-ville et ils ont rapidement commencé à se fréquenter. Marc semblait être exactement ce dont Laura avait besoin pour oublier son harceleur. Sa présence la faisait sourire à nouveau, quelque chose que je n'avais pas vu chez elle depuis des semaines. Il semblait que le cauchemar était derrière nous, que la terreur n'avait été qu'une étape qui se dissipait enfin. Mais ce sentiment de danger imminent, cette prémonition que quelque chose allait terriblement mal, n'est jamais complètement parti. J'essayais de ne pas m'inquiéter, mais chaque fois que Laura mentionnait Marc, je ressentais une pointe d'inquiétude que je ne pouvais ignorer. Comme si quelque chose de sombre était à l'affût, attendant le moment opportun pour frapper. Une nuit, alors que j'étais à la maison en train de regarder la télévision, j'ai reçu un appel de Laura. Sa voix tremblait, remplie de panique. Je pouvais à peine comprendre ce qu'elle disait. Mais une phrase s'est démarquée dans sa confusion. Marc est mort. L'impact de ces mots m'a laissé paralysé. Marc avait été assassiné. On avait trouvé son corps dans une ruelle, poignardé plusieurs fois. La police enquêtait, mais il n'avait aucune piste claire. Laura était convaincue que son harceleur était le responsable. Il n'y avait pas d'autre explication dans son esprit. Elle était terrifiée, persuadée que c'était maintenant son tour, qu'elle serait la prochaine. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions et de peur. Laura a disparu. Personne ne savait où elle était. Elle ne répondait plus aux appels, ne répondait plus aux messages. Quand je suis allé chez elle, je l'ai trouvée vide, comme si elle s'était évaporée dans l'air. Sa famille était dévastée, désespérée de la retrouver, mais chaque jour sans nouvelles augmentait la désespérance.
Les rumeurs ont commencé à courir dans le quartier. Que Laura avait fui, qu'elle se cachait quelque part, que la peur l'avait poussée à disparaître. Moi, de mon côté, j'étais complètement brisé. Je ne pouvais pas dormir. Chaque bruit dans la nuit me faisait sursauter et mes pensées devenaient de plus en plus sombres. Et si quelque chose était arrivé à Laura? Et si je ne la revoyais jamais? Comment pourrais-je continuer sans savoir ce qui lui était arrivé? Une nuit, alors que l'insomnie et le désespoir me poussaient au bord de la folie, j'ai entendu quelque chose. Au début, j'ai pensé que ce n'était que mon imagination, une hallucination créée par la fatigue et la peur. Mais les sons se sont intensifiés. Ils provenaient de la maison voisine, la maison de mon frère, David. Au début, j'ai essayé d'ignorer cela, pensant qu'il avait peut-être laissé la télévision allumée ou qu'il bougeait quelque chose dans son sous-sol. Mais les bruits sont devenus plus forts, plus insistants. C'étaient des cris d'une femme. Mon cœur s'est arrêté pendant un instant et une vague de panique m'a envahi. Je connaissais cette voix. C'était Laura. Sans réfléchir, je suis sorti en courant de chez moi, traversant le jardin dans l'obscurité. Mes pieds nus frappèrent le pavé froid alors que je courais vers la maison de David. J'ai frappé à sa porte de toutes mes forces, criant son nom, le suppliant d'ouvrir. La porte s'est lentement ouverte, et là, il était, mon frère, avec une expression sur son visage que je ne reconnaissais pas. Il y avait un mélange de peur, de désespoir et autre chose, quelque chose de sombre, quelque chose qui m'a glacé le sang. Je suis entré en courant, le poussant de côté, suivant les cris. J'ai ouvert la porte du sous-sol, et ce que j'ai vu m'a paralysé de terreur. Laura était là, attachée à une chaise, son visage pâle et couvert de larmes. La peur dans ses yeux était palpable, un mélange de terreur et de désespoir que je n'avais jamais vu chez elle. Mon frère était derrière elle, tenant un couteau, son visage impassible, comme si ce qu'il faisait était la chose la plus naturelle du monde. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. C'était comme si j'étais dans un film d'horreur. Mais cette fois, il n'y avait aucun moyen de l'arrêter, ni de fermer les yeux. J'ai crié, essayant de raisonner David, le suppliant de relâcher Laura. Mais il ne faisait que me regarder froidement, d'un regard que je ne reconnaissais pas chez lui. C'était comme s'il n'était plus la même personne que j'avais connue toute ma vie. À ce moment-là, l'horrible vérité m'a frappé comme un coup de massue. David avait été le harceleur depuis le début. C'est lui qui avait suivi Laura, l'avait terrorisée, et maintenant, il avait tué Marc et l'avait enlevé. Ce n'était pas le frère que j'avais connu toute ma vie, mais un étranger, un monstre qui s'était caché derrière une façade de normalité. Les sirènes de la police retentissaient au loin, mais elles n'arrivaient pas assez vite. Laura était au bord de l'effondrement, et je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de m'approcher d'elle, mais David me l'a interdit, son regard fixé sur moi, son visage transformé en un masque de haine. Ce qui s'est passé ensuite est flou dans ma mémoire. Je me souviens des cris, du chaos, puis du silence assourdissant lorsque les officiers ont fait irruption dans la maison. Laura a été emmenée à l'hôpital, et David a été arrêté. Son visage impassible lorsqu'ils lui ont passé les menottes est une image que je n'oublierai jamais. Il n'a montré aucune émotion, aucun remords. Juste un calme inquiétant, comme si tout avait fait partie d'un plan qu'il avait exécuté à la perfection. Jusqu'à aujourd'hui, David est toujours en prison, payant pour ce qu'il a fait. Je lui rends visite de temps en temps, mais il n'est plus la même personne. Je ne sais même pas s'il l'a jamais été. Laura, de son côté, n'a jamais été la même. Le traumatisme l'a changée à jamais, et la relation que nous avions s'est évanouie avec le temps. Je suis toujours ici, essayant de vivre ma vie, mais les cicatrices de cette nuit ne disparaîtront jamais. Depuis plusieurs années, ma vie était marquée par une ombre persistante, une présence qui me suivait partout, me faisant sentir vulnérable et exposé à chaque instant. Cette sensation d'être observé, que chacun de mes pas était calculé, me tourmentait jour et nuit. Au début, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination, un effet secondaire des histoires d'horreur que j'aimais tant lire. Mais bientôt, la réalité s'est imposée, et j'ai compris que ce que je vivais était bien plus qu'une simple paranoïa. La peur était devenue ma compagne constante, et avec elle, la certitude que je n'étais pas seul. Tout a commencé de manière presque imperceptible, si subtile qu'au début, je l'ai rejeté comme une série de coïncidences. Je remarquais que quelqu'un me suivait quand je sortais de l'université, mais toujours à une distance prudente,
juste assez pour que je puisse douter de mes propres sens. Je marchais dans les mêmes rues que je parcourais depuis des années, mais d'une manière ou d'une autre, ces rues familières s'étaient transformées en un labyrinthe menaçant. Le son de mes propres pas résonnait étrangement, et la certitude de ne pas être seul grandissait à chaque coin que je franchissais. Après plusieurs semaines d'incertitude, les signes que quelque chose n'allait pas sont devenus plus évidents. Au début, c'était de petites choses, des détails que n'importe qui aurait pu négliger. Des fleurs fanées ont commencé à apparaître dans ma boîte aux lettres, accompagnées de lettres anonymes remplies de phrases confuses et apparemment inoffensives. Chaque mot écrit dans ces lettres semblait imprégné d'une obsession maladive, d'une dévotion qui me troublait profondément. Mais ce qui me perturbait le plus, ce n'était pas le contenu des lettres, mais le fait que quelqu'un prenne le temps de les écrire et de les déposer dans ma boîte aux lettres. Chacune de ces lettres était un rappel que quelqu'un savait où je vivais, qu'il connaissait mes habitudes et qu'il était déterminé à me faire savoir qu'il me surveillait. J'ai essayé d'ignorer ces signes, de me dire que ce n'était que de mauvaises blagues, peut-être l'œuvre d'un étudiant ennuyé ou de quelqu'un qui voulait me faire peur. Mais chaque jour qui passait, la situation devenait plus inquiétante. Les appels téléphoniques ont commencé à arriver au milieu de la nuit, toujours d'un numéro inconnu. Au début, la voix de l'autre côté de la ligne ne disait rien. On entendait seulement une respiration lourde et perturbante. Cette respiration, si proche et si intime, me faisait sentir comme si le harceleur était juste à côté de moi, comme si je pouvais sentir son souffle dans ma nuque. Puis, les chuchotements ont commencé. Au début, c'étaient des mots isolés, des phrases sans sens que je ne parvenais pas à comprendre. Mais bientôt, la voix a commencé à murmurer mon nom, encore et encore, avec un mélange de luxure et de mépris qui me glaçait le sang. Je ne reconnaissais pas la voix, mais la façon dont elle prononçait mon nom, avec une familiarité effrayante, me faisait sentir que le danger était bien plus proche que je ne le croyais. Chaque appel était une invasion de mon intimité, un rappel que mon harceleur n'était pas seulement proche, mais qu'il savait qui j'étais, qu'il savait où je vivais et, plus inquiétant encore, qu'il savait comment me terroriser. L'impuissance que je ressentais était écrasante. Je suis allé à la police plusieurs fois. J'ai présenté les lettres et décrit les appels, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose sans preuve concrète. Les agents qui m'ont reçu étaient gentils, mais dans leurs yeux, je voyais un mélange d'incrédulité et de lassitude, comme s'ils avaient entendu des histoires similaires des centaines de fois. Ils m'ont recommandé de changer mes habitudes, de ne pas sortir seule la nuit et de rester toujours vigilante. Mais ces précautions n'étaient pas suffisantes pour apaiser la peur que je ressentais, une peur qui s'était enracinée profondément dans mon âme. Avec le temps, j'ai commencé à prêter plus d'attention à ce qui m'entourait, à observer les personnes que je croisais en chemin. C'est alors que je l'ai vu pour la première fois. C'était un homme grand, beaucoup plus âgé que moi, avec une carrure robuste et une expression de froideur qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête dès le premier instant. Je l'avais vu quelquefois dans le quartier, marchant dans les rues, toujours seul, les épaules voûtées et les mains dans les poches de sa veste. Je ne savais pas qui il était, mais quelque chose dans sa façon de marcher, dans sa manière de m'observer à distance, m'a fait soupçonner qu'il était responsable de ma souffrance. Au fil des jours, mon obsession pour cet homme a grandi. J'ai commencé à remarquer de petits détails à son sujet, comment il se déplaçait, à quelle heure il apparaissait dans les rues. Peu importait l'heure de la journée, il semblait toujours être là, me guettant depuis les ombres, avec ce regard vide qui me faisait me sentir complètement vulnérable. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais au plus profond de moi, quelque chose me disait que cet homme était à l'origine de mon cauchemar. Chaque fois que je le voyais, une sensation de panique m'envahissait, et le simple fait de croiser son chemin devenait un défi pour mes nerfs. Un après-midi, après des mois de harcèlement constant, tout a changé de manière abrupte. J'avais terminé mes cours à l'université et je rentrais chez moi comme je le faisais tous les jours. Le soleil commençait à se coucher et les ombres s'allongeaient dans les rues désertes. J'étais fatiguée, désireuse de retrouver la sécurité de mon foyer, quand je l'ai vu. Il était debout à l'angle de ma rue, me regardant fixement, comme s'il m'avait attendu tout ce temps. Mon cœur s'est emballé, et un froid glacial m'a parcouru le dos. J'ai essayé de rester calme, de faire semblant de ne pas l'avoir vu, mais mes jambes tremblaient de manière incontrôlable. Je suis passé devant lui sans le regarder directement, sentant son regard planté dans mon dos, comme s'il pouvait voir à travers mes vêtements, à travers ma peau, jusqu'à atteindre mes pensées les plus profondes. J'ai accéléré le pas, presque en courant vers ma maison, mais la peur me paralysait.
La clé tremblait dans ma main pendant que j'essayais d'ouvrir la porte, et j'avais l'impression qu'à tout moment, il pourrait être derrière moi, m'attrapant avant que je ne puisse m'échapper. Quand j'ai finalement réussi à entrer, j'ai fermé la porte d'un coup sec et je me suis appuyé contre elle, essayant de reprendre mon souffle. Je n'ai pas osé regarder par la fenêtre. Je ne voulais pas confirmer s'il était là, guettant dans l'obscurité. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu, avant que ma vie ne change à jamais. Cette nuit-là, après des heures à rester éveillé, j'ai finalement réussi à m'endormir, mais mon sommeil était agité, rempli de cauchemars. Cependant, ce qui s'est passé ensuite n'était pas un rêve, c'était une réalité que je n'oublierai jamais. À un moment donné de la nuit, j'ai senti une présence dans ma chambre. Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'une partie d'un cauchemar, mais la peur que je ressentais était trop réelle, trop intense pour n'être qu'un rêve. J'ai ouvert les yeux lentement, mon cœur battant à tout rompre, et je l'ai vu. Il était là, debout à côté de mon lit, me regardant avec ses yeux froids et vides qui m'avaient terrorisé pendant des mois. La panique m'a complètement envahi. J'ai voulu crier, mais ma voix est restée coincée dans ma gorge. Avant que je puisse réagir, il s'est jeté sur moi, me couvrant d'une couverture et m'étouffant brusquement. Tout s'est passé en quelques secondes, si rapidement que mon esprit n'a même pas eu le temps de traiter ce qui se passait. J'ai essayé de me débattre, de me libérer, mais il était beaucoup plus fort que moi. J'ai senti un coup à la tête et tout est devenu noir. Quand j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé dans un endroit complètement inconnu. Mes mains étaient liées avec une corde rugueuse qui me blessait la peau et la douleur dans ma tête était insupportable. La pièce dans laquelle je me trouvais était petite, sale et à peine éclairée par une ampoule au plafond qui clignotait constamment, projetant des ombres sinistres sur les murs en béton. Les murs étaient couverts de moisissures et d'humidité, et l'air était chargé d'une odeur nauséabonde, un mélange de pourriture et de saleté qui me retournait l'estomac. La peur que je ressentais était écrasante. J'étais complètement seul, sans idée de l'endroit où je me trouvais, ni de la façon dont j'étais arrivé là. La seule chose que je savais avec certitude, c'était que j'étais piégé, à la merci d'un homme qui avait planifié cela pendant des mois, peut-être même des années. Mes pensées étaient embrouillées par la douleur et la terreur, mais une partie de moi continuait de se battre, essayant de trouver un moyen de m'échapper, de survivre à ce cauchemar. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il n'y avait pas d'issue. Les liens autour de mes poignets étaient si serrés que chaque mouvement me provoquait une douleur insupportable, et le mal de tête que je ressentais m'empêchait de me concentrer. Le sol en béton était froid et dur, et chaque fois que j'essayais de bouger, mes forces s'amenuisaient un peu plus. C'était comme si mon corps cédait, se rendant à la désespérance qui m'envahissait. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il entre dans la pièce. J'ai entendu ses pas avant de le voir, le bruit lourd de ses bottes résonnant sur le sol en béton. Lorsqu'il est enfin apparu dans l'embrasure de la porte, sa silhouette paraissait encore plus grande et menaçante sous la lumière faible de l'ampoule. Il était pieds nus, avec des vêtements sales et une expression de satisfaction sur son visage, comme s'il avait obtenu exactement ce qu'il voulait. La panique m'a envahi à nouveau, mais il n'y avait rien que je puisse faire. J'ai essayé de crier, mais le bâillon dans ma bouche n'a laissé échapper qu'un son étouffé, un faible écho du désespoir que je ressentais. Il s'est approché lentement, savourant ma souffrance, mon impuissance. Ses yeux ne montraient aucune émotion, juste une froideur calculée qui me faisait me sentir comme un objet, un simple outil dans son jeu tordu. Chaque pas qu'il faisait vers moi augmentait ma terreur, jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin juste devant moi, me regardant avec ce regard vide qui m'avait poursuivi pendant si longtemps. Les jours qui ont suivi ont été un véritable enfer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, si cela a duré des jours, des semaines ou simplement des heures interminables qui se fondaient dans l'obscurité. Mon ravisseur m'a gardé prisonnière dans ce sous-sol, me soumettant aux pires humiliations et tortures. Il ne me donnait pas de nourriture, juste des déchets, des restes pourris qu'il trouvait quelque part et qui étaient à peine comestibles. Il me forçait à manger ce qu'il me donnait, et chaque bouchée me faisait sentir que je perdais un peu plus de mon humanité, de ma dignité. Mes forces s'amenuisaient peu à peu, et l'espoir d'être sauvé s'évanouissait avec elles. Il n'y avait aucun moyen de m'échapper. Chaque tentative de me libérer de mes liens ne faisait qu'ajouter à ma douleur, à mes châtiments. Il était toujours là, me surveillant, s'assurant que je n'essayais rien. Ses yeux ne perdèrent jamais cette froideur, cette indifférence qui me faisait sentir que ma souffrance n'était qu'un divertissement pour lui,
un jeu macabre qu'il était déterminé à gagner. Il me posait des questions, mais ne répondait pas, se contentant d'observer chacun de mes mouvements, chacune de mes réactions, comme s'il étudiait une proie piégée. J'ai perdu la notion du temps. La faim, la douleur et la peur me consumaient lentement. Les heures se confondaient, les jours se fondaient dans l'obscurité. Je ne savais plus s'il faisait jour ou nuit, si des heures ou des jours avaient passé depuis qu'il m'avait capturé. Le désespoir était ma seule compagne, un poids qui m'enfonçait toujours plus dans l'obscurité. Mes pensées ont commencé à se dissiper, mon esprit a commencé à se fermer à la réalité que je vivais. Parfois, je me surprenais à souhaiter que tout se termine, que la douleur et la souffrance cessent une bonne fois pour toutes. Mais il y avait quelque chose en moi, une petite étincelle de survie qui refusait de s'éteindre complètement. C'était la seule chose qui me maintenait attaché à la vie, à l'espoir que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un me trouverait et me sauverait de ce cauchemar. C'est dans l'un de ces moments de désespoir que quelque chose a changé. Un jour, alors que j'étais allongé sur le sol, trop faible pour bouger, j'ai entendu un son différent, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination, un produit de mon esprit qui s'accrochait à n'importe quel signe d'espoir. Mais bientôt, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait une voix qui n'appartenait pas à mon ravisseur. J'ai essayé de me concentrer, d'essayer de comprendre ce qui se passait, mais tout était flou dans mon esprit. Soudain, la porte du sous-sol s'est ouverte brusquement et la lumière est entrée, m'aveuglant momentanément. C'était une lumière vive, différente de la faible ampoule qui clignotait au plafond. Mon cœur s'est accéléré, et pendant un moment, j'ai pensé que j'hallucinais. Mais non, ce que je voyais était réel. L'homme qui est entré n'était pas mon ravisseur, mais il lui ressemblait beaucoup. Il avait les mêmes traits, la même carrure robuste, mais il y avait quelque chose dans son expression, dans la façon dont il me regardait, qui m'a fait ressentir, pour la première fois depuis longtemps, une étincelle d'espoir. C'était le frère de mon harceleur, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, mais qui à ce moment-là est devenu mon sauveur. Plus tard, j'ai appris qu'il était venu rendre visite à son frère, inquiet de son comportement de plus en plus erratique. Lorsqu'il est arrivé à la maison et a entendu les bruits provenant du sous-sol, quelque chose en lui a suspecté et il a décidé d'enquêter. Ce qu'il a trouvé l'a horrifié et sans hésiter une seconde, il est allé chercher de l'aide. La police est arrivée peu après et ils m'ont sorti de là, faible, déshydraté et brisé de plus de façons que je ne saurais décrire. Les 2 semaines que j'ai passées dans cet enfer m'ont changé pour toujours. Mon ravisseur a été arrêté et bien qu'il soit maintenant derrière les barreaux, la peur et les cicatrices qu'il a laissées en moi ne disparaîtront jamais. Chaque jour qui passe, je continue de me battre pour reconstruire ma vie, pour trouver un moyen d'aller de l'avant. Mais il y a des jours où je ressens encore sa présence, où je ferme les yeux et revis chaque seconde de ce tourment. Je suis vivante, et pour cela, je suis reconnaissante, même si la vie que j'ai maintenant est marquée par le souvenir de ce qui s'est passé dans ce sous-sol. Mais je sais que je ne pourrai jamais oublier, que je ne pourrai jamais effacer ces 2 semaines de ma mémoire. Elles font partie de moi maintenant, une ombre qui me suivra pour toujours. Je ne me souviens pas exactement quand cela a commencé, mais je sais que la sensation d'être observé est devenue une partie de ma vie bien avant que je ne l'admette. Je me trouvais assise dans mon salon, les lumières éteintes et la télévision comme seule source de lumière, quand j'ai encore entendu ce bruit. Ce n'était pas la première fois que je l'entendais, mais chaque fois que cela se produisait, un frisson me parcourait le dos. Cela ressemblait à un murmure, comme le son de quelqu'un respirant tout près, beaucoup trop près. Je vivais dans un quartier tranquille, dans une petite ville où tout le monde se connaissait, ou du moins c'est ce que je pensais. Jamais je n'aurais imaginé qu'une chose pareille pourrait m'arriver, pas dans un endroit où les maisons semblaient si sûres, avec des jardins bien entretenus et des lampadaires éclairant chaque coin. Mais j'étais là, le cœur battant à tout rompre, écoutant ces bruits étranges qui semblaient provenir des murs. Tout a commencé de manière subtile, presque imperceptible. Un appel en plein milieu de la nuit où personne ne répondait de l'autre côté de la ligne. J'ai pensé que ce n'était qu'une blague, une erreur. Mais ensuite, les appels sont devenus plus fréquents. Je ne reconnaissais pas le numéro, et chaque fois que j'essayais de rappeler, je tombais toujours sur la messagerie vocale. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce qu'ils commencent à laisser des messages. Au début,
Ce n'étaient que des sons de respiration, longs et entrecoupés, comme si quelqu'un essayait de se retenir. Puis, les mots ont commencé. Quelqu'un murmurait mon nom. Sa voix était rauque, presque comme un grognement, et elle semblait si personnelle, si intime, que ma peau en frissonnait. Le jour où j'ai trouvé la première note, c'est là que j'ai su que c'était bien plus qu'une simple blague. Elle était collée sur ma porte d'entrée, écrite avec une calligraphie désordonnée et presque enfantine. « Je te vois », disait-elle. 2 mots simples, mais chargés d'un sens qui m'a paralysé sur le seuil de ma maison. J'ai voulu croire que c'était une mauvaise blague d'un adolescent ennuyeux, mais quelque chose en moi savait que c'était plus que cela. À partir de ce moment-là, tout a changé. Ce n'était plus seulement une sensation de malaise, c'était une peur constante qui me suivait partout. Je me surprenais à regarder par-dessus mon épaule quand je marchais dans la rue, à vérifier 2 fois si j'avais bien fermé la porte la nuit, et à laisser toutes les lumières de la maison allumées, comme si l'obscurité pouvait lui donner plus de pouvoir sur moi. Mais peu importait combien j'essayais de me protéger, il trouvait toujours un moyen de me faire savoir qu'il était là, qu'il m'observait. Une nuit, alors que j'essayais de trouver le sommeil, j'ai entendu quelque chose à la fenêtre de ma chambre. Au début, j'ai pensé que ce n'était que le vent, mais ensuite j'ai entendu un grincement, le son de quelque chose raclant le verre. Je me suis levée lentement, tremblante, et à chaque pas que je faisais vers la fenêtre, le bruit devenait plus fort, plus insistant. Quand j'ai enfin eu le courage de tirer le rideau, il n'y avait personne. Mais ce que j'ai vu m'a donné l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds. Il y avait une trace sur le verre, une marque de quelque chose de sombre et collant, comme si quelqu'un avait passé une main sale sur la fenêtre, laissant une empreinte grotesque. Et à côté de la tache, écrit sur le verre, il y avait mon nom. Je ne savais pas quoi faire. La peur était devenue une partie constante de ma vie, quelque chose avec quoi je devais composer au quotidien. J'ai commencé à éviter de sortir de chez moi, craignant qu'il ne soit n'importe où, rôdant, attendant. Je me suis absenté du travail plusieurs fois, inventant des excuses parce que je ne pouvais pas supporter l'idée d'être en dehors de la sécurité relative de mes 4 murs. Mais ce n'était pas suffisant. Malgré tous mes efforts pour me protéger, il trouvait toujours un moyen de me rappeler que je n'étais pas seul. Une fois, en rentrant chez moi après avoir rendu visite à une amie, j'ai trouvé une photo de moi sur la table de la salle à manger. Ce n'était pas une photo ordinaire, c'était une image de moi en train de dormir, prise du côté de mon lit. L'angle, l'éclairage, tout indiquait que la photo avait été prise de l'intérieur de ma chambre, pendant que j'étais inconsciente. L'idée qu'il avait été si proche, si silencieux, m'a donné la nausée. Ce n'est que cette nuit-là que j'ai finalement décidé de contacter la police. Je leur ai tout raconté, chaque petit détail, chaque appel, chaque note, chaque signe que quelqu'un avait été à l'intérieur de ma maison. Ils ont pris ma déposition et m'ont assuré qu'ils enquêteraient, mais au fond de moi, je savais qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Il n'y avait pas de preuves concrètes, juste une série d'événements qui pouvaient facilement être écartés comme des coïncidences ou des blagues de mauvais goût. Le temps a passé et les choses ont empiré. J'ai commencé à remarquer que des choses disparaissaient dans ma maison. Des choses insignifiantes au début, comme un peigne ou une tasse à café. Mais ensuite, des objets plus importants ont disparu, comme mes sous-vêtements et une photo de mon enfance. C'était comme s'il essayait d'effacer mon identité, petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Le moment le plus terrifiant est arrivé lorsque j'ai reçu un paquet à la porte de ma maison. Il n'y avait ni expéditeur ni adresse de retour, juste mon nom en grandes lettres rouges. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, un couteau, tranchant et brillant, avec une petite note qui disait « Bientôt ». Ce fut la dernière fois que je suis sorti de chez moi sans avoir l'impression que le danger m'attendait à chaque coin de rue. Et puis, un jour, il a simplement disparu. Les appels se sont arrêtés, les notes ont cessé, et il n'y a plus eu aucun signe de sa présence dans ma maison. Je ne sais pas ce qui l'a arrêté, s'il s'est lassé de moi ou s'il a trouvé une autre victime, mais la sensation de soulagement a été de courte durée. La peur ne m'a jamais vraiment quitté. Elle me suit partout, dans chaque ombre, dans chaque bruit inattendu. Je continue de vérifier 2 fois si la porte est bien fermée. Je continue de regarder par-dessus mon épaule quand je marche seul, parce que je sais qu'il est toujours là, quelque part, attendant, observant. Et je sais qu'un jour, peut-être bientôt, il reviendra.
Pendant ma première année à l'université du New Hampshire, une fille de ma résidence a accidentellement provoqué un petit incendie dans le dortoir en laissant le maïs souffler trop longtemps au micro-ondes. Vers 3 heures du matin, nous avons tous dû évacuer, les camions de pompiers sont arrivés et les équipes spécialisées ont fait tout un tapage à ce sujet. La fille qui avait causé l'incendie a été la cible de nombreuses moqueries et je me suis senti mal pour elle parce qu'elle n'était pas vraiment attirante et semblait pathétiquement seule. De plus, provoquer un incendie au micro-ondes me semblait une erreur assez innocente pour mériter des commentaires aussi durs. Quelques jours après l'incident, je l'ai vue au réfectoire et j'ai engagé une conversation informelle en lui demandant comment ça allait, lui faisant un petit contrôle parce que je me sentais mal pour elle. Elle a ri et c'est tout. Une conversation de 2 minutes environ. Une semaine plus tard, j'entends frapper à ma porte et c'est la même fille que j'appellerai désormais Popcorn. Elle entre littéralement en courant dans ma chambre sans hésiter. Je ne lui avais même pas donné mon numéro de chambre et, à ce moment-là, j'ai simplement pensé qu'elle m'avait vu y entrer une fois parce qu'elle ne connaissait même pas mon nom à ce moment-là. Il m'a fallu un moment pour me rendre compte qu'elle pleurait à chaudes larmes. Maintenant, il y avait une inconnue pleurant dans mon lit et j'étais juste là, déconcerté. Donc, compatissant avec elle comme la personne au cœur tendre que je suis, je lui demande ce qui se passe. Elle me dit qu'un des cuisiniers du réfectoire l'a agressée sexuellement et que l'université ne veut pas le licencier et qu'elle en souffre émotionnellement. Ayant moi-même été victime d'agression, je sympathisais vraiment avec sa situation et je lui ai donné mon numéro de téléphone au cas où elle aurait besoin d'aide pour aller au réfectoire avec une sécurité et des choses du genre. Je ne prends pas à la légère l'agression sexuelle. La nuit suivant notre conversation dans ma chambre, j'ai reçu un appel de sa part pour l'accompagner au réfectoire parce que le même cuisinier qui l'avait agressé y travaillait ce jour-là. Je l'ai accompagnée pour prendre de la nourriture et elle s'est illuminée comme une luciole et une toute nouvelle personne a émergé. Peu importait que son agresseur soit dans la salle, elle me parlait sans arrêt de Pretty Little Liars, One Direction, etc., etc., plein de choses qui ne m'intéressaient pas vraiment. Mais encore une fois, elle n'avait personne à qui parler, et la situation était compliquée. Je me contentais d'écouter et de hocher la tête. Au cours des 2 semaines suivantes, à peu près, je l'ai accompagnée au réfectoire peut-être 4 ou 5 fois. Elle pouvait avoir été victime d'une agression, mais elle était aussi très agaçante et peu attirante. Mon Dieu, elle parlait même d'elle-même à la 3e personne. Son histoire sur l'agression devenait incohérente, et il y avait toujours de nouveaux développements importants sur ce qui s'était passé. Puis l'histoire a changé pour quelque chose de beaucoup plus dramatique et grave. Elle est passée d'une agression à une entrée en bande pour lui faire la même chose. Ensuite, elle a fait un jour un commentaire du genre qu'elle souhaitait que quelqu'un lance une bombe et tue toutes les personnes de la race de l'agresseur pour pouvoir l'arrêter. Cela m'a immédiatement mise mal à l'aise et perturbée. Je ne voulais plus l'accompagner ni interagir davantage avec elle. Pendant la semaine de congé de Thanksgiving, je suis rentré chez moi pour rendre visite à ma famille tandis que Popcorn est resté sur le campus. Pendant cette semaine, j'ai eu 60 appels manqués de Popcorn. Un jour, j'ai même eu 20 appels en l'espace de quelques heures. Aucune personne normale ne fait ça. Les signaux d'alarme étaient définitivement levés, s'ils ne l'étaient pas déjà. Quand je suis revenu sur le campus, il y a eu un coup à ma porte et, bien sûr, c'était Popcorn qui pleurait à nouveau. Elle me dit que, parce que je n'étais pas sur le campus pour la protéger, elle a été agressée par un autre garçon alors qu'elle se rendait à Panera Bread et que le RA philippin l'a tripotée et frappée. Si les signaux d'alarme étaient déjà levés avant, c'était maintenant une alerte totale. Je ne suis pas du genre à excuser l'agression sexuelle, mais le nombre d'agressions sexuelles était incroyablement élevé, surtout parce que ces 3 incidents se sont produits en l'espace d'1 mois, tous par des personnes apparemment aléatoires de couleur. Elle inventait ces histoires pour obtenir une forme perverse de sympathie et, en tant que véritable victime d'une agression, j'étais plus qu'offensé. Je lui ai dit que je devais aller en cours et je me suis enfui loin d'elle pour demander conseil à un ami. La situation est devenue vraiment folle, vraiment rapidement. J'ai averti les bureaux des RA à son sujet et ils m'ont dit qu'ils allaient lui parler. Pendant le cours, j'ai eu plus de 100 appels manqués et une série de messages individuels qui disaient simplement « bonjour ». J'en avais terminé avec tout ça. Je ne voulais plus avoir affaire à elle. J'ai bloqué son numéro et je suis retourné dans mon dortoir. Cette semaine-là, après les cours, je me suis contenté d'aller directement dans ma chambre. Je ne voulais pas la voir. Un jour, j'ai dû aller aux toilettes, alors je suis allé dans la cabine pour faire mes besoins. J'étais là, en train d'uriner avec mes pantalons autour des chevilles, quand Popcorn s'est littéralement traîné par terre dans les toilettes et a passé la tête sous la cabine en disant
Ah, je savais que tu finirais par sortir. J'étais totalement terrifié et presque au bord des larmes. Je lui ai dit que j'étais extrêmement occupé et que je n'avais pas de temps pour elle et que j'étais énervé qu'elle envahisse ma vie privée. Cela m'a demandé beaucoup de courage car j'avais de sérieux problèmes avec la confrontation. Elle m'a raconté qu'elle pensait se suicider parce que sa mère était morte quand elle était jeune, une manipulation à laquelle je n'étais tout simplement pas d'humeur à faire face. Je l'ai laissée dans les toilettes et je suis retourné dans ma chambre en verrouillant la porte. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et fait une sieste quand j'ai été brusquement réveillé, non pas par des coups à la porte, mais par des coups forts. Je n'ai pas répondu et les coups ont continué, devenant de plus en plus forts. « Ouvre cette porte ou je vais te tuer. Ouvre la porte ou je te tuerai. » Ça a continué sans arrêt. Elle attendait simplement devant ma porte de chambre en chantant des chansons à travers les fissures de la porte pendant 1 heure. J'étais tellement effrayé que j'ai simplement pleuré et appelé mon père pour qu'il vienne me chercher à l'école. Je n'avais pas beaucoup d'amis qui vivaient sur le campus, car c'était une petite université et beaucoup de gens faisaient la navette, et toute cette situation m'a fait me sentir isolé. Ma santé mentale se détériorait rapidement. Les RA avaient été informés des menaces faites à ma porte par d'autres étudiants qui avaient observé ce qui se passait et elle a reçu un avertissement, mais c'était tout. Une nuit, mon petit ami qui vivait à 3 heures de distance à ce moment-là est venu passer la nuit à l'université. Nous regardions un film et puis nous nous sommes endormis dans mon lit quand soudain nous avons entendu la porte s'ouvrir. Comme une idiote, j'avais complètement oublié de verrouiller la porte. Popcorn est entré en courant et s'est jeté sur nous en disant d'une voix de bébé « Popcorn veut des câlins ». J'étais plus qu'effrayé et j'ai littéralement crié. Mon petit ami, étant une personne sans tolérance et confrontante, lui a dit de sortir de ma chambre. Elle lui a répondu que oui, et je cite « Je vais juste aller mourir comme ma mère l'a fait quand j'avais 3 ans et m'injecter du cancer ». Mon petit ami a souri et a dit « Bien », puis l'a poussé hors de la chambre et a claqué la porte sans se soucier de rien. Je jure qu'il a presque refermé la porte sur ses doigts. Nous l'avons signalé à la police du campus le lendemain matin et il ne s'est toujours rien passé d'important, jusqu'à ce qu'il y ait un autre incendie causé par Popcorn dans son dortoir et qu'elle soit expulsée peu après. J'aimerais que l'histoire se termine là, mais malheureusement, avec elle, ce n'est pas le cas. Après qu'elle ait été expulsée des dortoirs, ma vie dans la résidence est devenue beaucoup plus facile. Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis, des gens normaux avec qui je pouvais passer du temps sans me sentir stressé ou en danger. Je commençais enfin à me détendre et à me sentir plus à l'aise sur le campus. La tension qui m'avait pesé pendant des semaines s'était en grande partie dissipée et je pouvais à nouveau me concentrer sur mes études et profiter de la vie universitaire. Un jour, une fille de l'une de mes classes m'a invité à aller au centre commercial avec elle pour nous faire les ongles. C'était une proposition anodine, une sortie entre amis comme on en fait souvent à cet âge. Nous sommes allés dans un salon de manucure qui avait de grandes vitres transparentes, ce qui nous permettait de voir le reste du centre commercial pendant que nous nous faisions les ongles. Tout se passait bien, j'étais détendu, discutant joyeusement avec mon ami, quand soudain, mon regard a été attiré par quelque chose d'étrange. De l'autre côté de la vitre, collé contre le verre, il y avait le visage de Popcorn. Elle était là, à nous observer fixement, accompagnée d'un homme obèse. Ils sont restés là pendant de longues minutes, la fixité de leur regard me glaçant le sang. C'était une scène surréaliste, presque grotesque. Voir Popcorn là, après tout ce qui s'était passé, m'a donné des frissons. Ce n'était pas seulement de l'inconfort, c'était de la peur pure et simple. J'ai immédiatement raconté à mon ami ce qui se passait et nous avons quitté le salon de manucure précipitamment. Nous avons traversé le centre commercial aussi vite que possible, essayant de mettre le plus de distance possible entre nous et Popcorn. Ils ont essayé de nous suivre, mais nous avons réussi à les distancer. En y repensant, c'est à ce moment-là que j'aurais vraiment dû appeler la police, mais j'étais tellement terrifiée et confuse que je n'ai pas pensé à le faire. Après notre escapade au centre commercial, les choses sont devenues encore plus étranges. J'ai commencé à recevoir une série de demandes d'amitié sur les réseaux sociaux de profil avec une photo de profil représentant un petit chien Yorkie. Chaque demande venait avec des messages qui me demandaient d'être la demoiselle d'honneur à un mariage chez Pizza Hut qu'elle et son fiancé prévoyaient dans 2 ans. C'était tellement absurde que ça en devenait presque comique, si ce n'était pas aussi terrifiant. Mais le pire, c'était un autre message dans lequel elle exprimait sa colère parce que je ne l'avais pas reconnue au centre commercial. Elle disait qu'elle avait attendu si longtemps pour me présenter son cher fiancé et qu'elle était si contrariée qu'elle voulait m'étrangler. Cela a été le point de rupture pour moi.
J'ai bloqué tous les profils associés à ces demandes et messages, espérant que cela mettrait fin à cette folie. Heureusement, après avoir bloqué tous ces profils, les choses se sont calmées. Ma vie a repris un semblant de normalité. J'ai continué à vivre avec mon petit ami, à fréquenter l'école à Rhode Island, et tout se passait bien. J'aimais vraiment ma nouvelle école, j'avais un excellent groupe d'amis, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité et heureuse. Cependant, environ 5 mois plus tard, alors que j'étais en train de travailler sur un devoir, j'ai reçu 3 appels manqués d'un numéro aléatoire du New Hampshire. Pensant qu'il s'agissait d'un membre de ma famille, j'ai rappelé. Mais à ma grande horreur, c'était Popcorn, à l'autre bout du fil. J'ai immédiatement raccroché, le cœur battant à tout rompre. Il y avait aussi un message vocal, mais c'était simplement une respiration lourde et inquiétante, suivie de la phrase « Je t'attends au mariage ». J'étais terrifié, et cette fois, j'ai appelé la police sur le champ pour signaler le numéro. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, ni si la police a pu faire quoi que ce soit, mais je n'ai plus été dérangé depuis. Cette expérience m'a profondément marqué. Je suis une personne naturellement gentille et ouverte, et c'est malheureusement quelque chose dont les gens déséquilibrés peuvent facilement profiter. Cette histoire m'a appris que, parfois, être trop aimable peut causer beaucoup de stress mental. Je travaille encore dur pour apprendre à poser des limites et à protéger ma propre santé mentale. Et à Popcorn, où qu'elle soit, j'espère sincèrement que nos chemins ne se croiseront plus jamais. Je n'aurais jamais pensé que tout cela était possible, mais je viens de découvrir quelque chose à travers une photo dans une publication aléatoire d'un compte que je ne suis même pas, où 2 personnes en arrière-plan me font remettre en question tout ce qui s'est passé il y a presque 10 ans. Mais je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé sans revenir à l'époque où je pensais que tout était parfait dans ma vie. Commençons par choisir des noms fictifs, comme j'ai l'habitude de le faire pour préserver l'anonymat. J'appellerai ma famille les Johnson, c'est assez générique. Je vais appeler mon mari Faustino, ma fille Lucia, et vous pouvez m'appeler Linda. Après des années passées à vivre dans un appartement de 2 pièces, nous avons acheté une petite maison à seulement 15 minutes de la ville, mais nous avons gardé nos emplois en ville, choisissant de faire la navette tous les jours. Tout à coup, nous étions la famille américaine parfaite. Nous avions un jardin, et peut-être que ma fille pourrait enfin avoir ce grand chien qu'elle avait toujours demandé. Le trajet n'était pas idéal, mais c'était incroyable de dormir dans cette maison pour la première fois et de ne rien entendre d'autre que le ululement d'une chouette ou quelque chose de ce genre. Le lendemain de notre déménagement, les voisins sont même venus nous saluer. Ils étaient sympathiques. L'un d'eux a apporté un gâteau, et je me suis un peu crispé après leur départ, mais seulement parce que j'avais vu trop de films d'horreur et de documentaires sur les crimes réels. Quelque chose semblait suspect, c'était trop parfait, vous voyez ? La première chose que j'ai faite après nous être installés dans notre nouvelle routine a été d'obtenir ce grand chien pour ma fille. C'était un chien de sauvetage qui est rapidement devenu une partie de notre famille. Il aboyait à peine et était heureux à la maison. J'ai toujours eu l'impression que les animaux peuvent percevoir des choses que nous ne pouvons pas, alors j'étais confiante que tout allait bien. Après quelques semaines de cette sorte de perfection, j'ai même organisé un petit barbecue pour inviter les voisins. Ce chien était à l'aise avec tous les invités, et nous l'appellerons Rover. Alors j'ai laissé tomber ma panique et ma paranoïa, et nous nous sommes habitués à vivre dans cette zone. Je me suis fait des amis parmi les voisins, et j'ai découvert que beaucoup avaient des enfants de l'âge de ma fille. Bien que j'étais une mère qui travaillait, je me suis impliqué dans certaines activités scolaires. Je n'avais pas le temps de devenir une mère de classe ou quoi que ce soit, mais j'étais beaucoup plus présente. Un week-end, ma belle-mère est venue nous rendre visite. Nous l'appellerons Karina. Elle était assez agréable, pas trop critique, et mon mari l'adorait, mais elle vivait de l'autre côté du pays. Elle détestait la ville, mais une fois qu'elle a vu notre nouvelle maison, elle a promis de venir nous voir plus souvent. L'argent n'a jamais vraiment été un problème pour elle. Nous vivions modestement parce que mon mari insistait pour être indépendant, mais sa mère veuve était plutôt aisée. Lors d'un autre week-end avec Karina, j'étais en train de préparer des sandwichs pour le déjeuner quand elle m'a brusquement tiré par le bras vers la fenêtre du salon. Elle m'a demandé qui était la personne qu'elle voyait et a pointé du doigt la maison du voisin de l'autre côté de la rue. Je lui ai dit que c'était notre voisin David. J'ai estimé que David avait une 20aine d'années de plus que mon mari et moi. Ma belle-mère est restée un peu silencieuse, alors je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a dit que David observait notre maison de trop près. J'ai ri un peu parce que cela semblait improbable. David n'était pas le type le plus sociable,
Mais il ne donnait pas non plus de mauvaises vibrations, et Rover l'aimait bien aussi. Je l'ai dit à Karina, et elle a levé les yeux au ciel en disant qu'on ne peut pas toujours se fier à la réaction d'un chien. Eh bien, je le savais, je n'étais pas stupide, mais je n'avais aucune mauvaise impression, alors je lui ai juste donné une tape sur l'épaule et je suis retourné à mes sandwichs. Nous sommes sortis pour une promenade dans le quartier quelques heures plus tard, en partie pour promener Rover et en partie pour que Karina puisse voir d'autres maisons et l'endroit en général. Elle a dit que c'était presque exactement comme son quartier et était ravie que Lucia puisse enfin vivre l'enfance qu'elle méritait vraiment. Et j'étais heureuse à ce moment-là. Ce n'est pas toujours facile d'avoir autant de chance avec ses beaux-parents. Lucia marchait un peu plus loin avec Rover et tout à coup, Karina m'a attrapé par le bras. Elle m'a dit que quelqu'un nous suivait. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu David marcher de l'autre côté de la rue. Je lui ai dit qu'il se promenait simplement, comme nous. D'autres voisins promenaient aussi leurs animaux de compagnie et cela ressemblait presque à une image de Norman Rockwell, si vous avez déjà vu l'une de ces scènes. Mais ma belle-mère secouait la tête. Elle disait que non, c'était aussi ce qu'elle pensait, mais il marchait à côté de nous depuis que nous étions sortis. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, que nous devions rentrer à la maison, et elle a acquiescé, me tenant le bras plus fort et me poussant à rattraper Lucia et Rover. Lorsque nous étions à quelques pas de la maison, elle a dit « Regarde, maintenant il fait demi-tour parce que nous faisons demi-tour. » J'ai regardé David, qui fixait intensément le trottoir, et j'ai commencé à y réfléchir. Nous étions dans le quartier depuis un certain temps et je n'avais rien remarqué, même si j'étais la reine de la paranoïa au début. J'ai dit à Karina que je prêterais attention et je l'ai remerciée de m'avoir informé. Je pense qu'elle était contente que je la prenne au sérieux à ce moment-là. Et nous sommes rentrés à la maison et nous avons oublié tout ça pour la nuit. Les jours suivants, Karina a décidé de prolonger sa visite. Ce n'était pas une mauvaise chose, bien que j'aurais préféré qu'elle s'en aille, comme toujours. Parfois, on n'a tout simplement pas envie de compagnie. Mais Karina cuisinait et passait du temps avec Lucia après l'école, et Faustino et moi travaillions, alors je l'ai laissé faire. C'était mieux pour Lucia d'avoir quelqu'un à la maison. Je m'inquiétais qu'elle veuille emménager avec nous, mais je ne voulais pas commencer une dispute. Je suis rentré à la maison après le travail un soir, et Karina avait quelque chose sur le feu qui sentait vraiment bon. Mais quand elle m'a vu, elle a éteint le gaz, m'a tiré dehors et m'a dit qu'elle devait me parler. Je lui ai demandé ce qui se passait cette fois, et elle a dit que David rôdait autour de chez nous. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle m'a dit que le voisin avait fouillé notre boîte aux lettres, était monté sur le porche, et avait même essayé de regarder par la fenêtre. Ensuite, Rover a commencé à aboyer, et il est parti. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas ouvert la porte, et questionné ce qu'il faisait. Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de se déshabiller au milieu du centre commercial. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit. J'étais seul. Qui sait ce qu'il manigançait? Je n'ai pu que soupirer et la calmer. Nous sommes rentrés, Faustino est arrivé à la maison et nous avons dîné. Cette nuit-là, j'ai raconté à mon mari la situation avec David. Il faisait confiance à sa mère et s'est inquiété. Et nous avons parlé d'installer des caméras. Mais honnêtement, lui et moi pourrions être considérés comme des experts en procrastination pour ce genre de choses. Alors nous ne les avons jamais achetées. J'aurais aimé que nous l'ayons fait. Cela nous aurait épargné beaucoup de problèmes. Quoi qu'il en soit, Karina est repartie quelques semaines plus tard et je me suis promis de prêter attention à David. Un après-midi, il arrosait ses plantes quand je suis rentré à la maison. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la voiture de Faustino et j'ai regardé par la fenêtre. David était à sa boîte aux lettres, il a salué Faustino qui lui a répondu et c'était tout. Mais j'ai remarqué autre chose. J'ai demandé à Faustino s'il avait perdu notre photo de nos premières vacances à la plage avec Lucia. Elle était un bébé dessus. Je l'avais encadrée et gardée dans notre salon depuis notre déménagement de l'appartement et il ne l'avait pas perdue. J'ai demandé à Lucia, qui m'a regardé avec curiosité, comme le font les préadolescents, et elle a secoué la tête, mais la photo avait disparu. J'ai fouillé la maison et je n'ai rien trouvé. Alors j'ai cédé et appelé Karina pour lui demander si elle l'avait déplacée. Elle a immédiatement sauté aux accusations. « David a dû entrer dans ta maison. Il en a profité parce que je n'étais pas là », a-t-elle dit. Je n'aurais vraiment pas dû l'appeler. Je savais ce qui allait se passer. Les jours suivants, Karina a réservé un vol et nous a dit qu'elle resterait ici un moment. Et je détestais vraiment qu'elle assume que notre voisin était coupable sans aucune preuve. Faustino pensait que c'était une bonne idée,
pour que Lucia ne soit pas seule si nous avions un éventuel harceleur ou autre chose, et je ne pouvais pas argumenter contre cette logique. Alors, j'ai dû vivre avec ma belle-mère. Peu importe combien vous aimez vos beaux-parents, vous ne voulez vraiment pas vivre avec eux en permanence. Tous les jours, je devais rentrer à la maison et recevoir un rapport complet sur ce que David faisait. Karina voulait en savoir plus sur lui parce que, bien que David assistait aux fêtes du quartier et tout ça, il n'était pas le plus communicatif, donc nous ne savions pas grand-chose sur lui, à part qu'il vivait seul. Tout le monde n'a pas besoin d'être sociable, mais Karina ne renonçait pas. J'ai interrogé les voisins, et la plupart ne savaient pas grand-chose non plus, sauf une femme d'environ 60 ans qui vivait à quelques rues de là. Si vous pensez que cette femme était une grand-mère typique, vous vous trompez. Je l'appellerai Claudine. Elle ne semblait pas avoir un jour de plus de 45 ans et était l'âme de la fête partout où elle allait. Elle buvait comme un poisson, mais elle tenait bien l'alcool et vous ne la verriez jamais ivre, même après avoir bu une bouteille entière de vin. Mais après avoir bu, elle devenait bavarde, et je me suis rapproché d'elle lors d'un événement d'Halloween. Elle était la seule personne présente sans enfant, alors elle avait déjà servi du vin, mais j'ai parlé de moi-même et lui ai posé des questions sur la vie. C'était une grande femme d'affaires et une voyageuse du monde. Nous avions cela en commun, je suppose. Après environ 2 heures, je lui ai demandé au sujet de David, essayant d'être un peu subtil à ce sujet. Elle n'a rien remarqué d'étrange et s'est lancée dans ce qu'elle savait. Apparemment, David avait perdu sa femme et sa fille il y a de nombreuses années. Il n'était pas aussi vieux qu'elle, mais cela s'était produit bien avant la naissance de ma fille. Claudine a dit que depuis leur mort, David restait un bon voisin et aiderait les autres en un clin d'œil, mais il n'était plus la personne vibrante ou bavarde que les autres connaissaient. Il était autrefois l'âme de la fête, m'a-t-elle dit, et j'ai hoché la tête pendant qu'elle expliquait plus en détail. Ensuite, nous avons été distraites par la fête et d'autres personnes. Je suis rentrée à la maison et j'ai parlé à mon mari, lui disant que je ne pensais vraiment pas que David faisait quoi que ce soit de mal. Nous ne pouvions pas soupçonner quelqu'un d'être un harceleur ou pire, alors que ce n'était qu'une personne âgée et solitaire. Faustino était d'accord avec moi, et pour une raison quelconque, je lui ai demandé de ne rien dire à sa mère. Je ne voulais pas qu'elle sache ce que j'avais découvert. Malheureusement, en rentrant à la maison après le travail le jour suivant, j'ai vu Karina crier après David. Elle était au bord de notre jardin, tandis que David était au bord du sien. Je suis sorti de la voiture et je l'ai entendu crier « Ne t'approche plus jamais de mon fils et de sa famille !»« Que se passe-t-il » ai-je demandé, et Karina s'est retournée vers moi avec le visage rouge et les veines du cou sur le point d'exploser, en disant « Je ne peux pas croire que tu ne m'aies pas dit ce que tu as entendu sur lui. Tout a un sens. Il essaie de trouver une nouvelle famille, la tienne. » Quoi ? Ai-je répété parce que c'était tellement ridicule, mais elle a insisté, accusant David de rôder encore une fois. Mon voisin avait l'air plus confus que jamais, et j'ai simplement emmené ma belle-mère à l'intérieur de la maison. Je lui ai donné une bonne leçon et lui ai dit que je ne tolérerais pas un comportement aussi fou alors que nous étions si bien dans notre nouveau quartier. Karina a tenté de protester, mais je l'ai simplement fait taire. J'ai réprimandé mon mari plus tard pour avoir dit à sa mère ce que nous avions discuté, mais il a dit que sa mère devait le savoir. J'étais trop fatigué après une longue journée de travail pour continuer à me disputer avec lui à ce sujet, et le week-end approchait. Lucia avait une pièce de théâtre à l'école le samedi soir, et d'autres parents qui vivaient à proximité y assisteraient. Je lui ai averti que si lui et Karina voulaient revenir, elle devait se comporter. Le samedi est arrivé, et je suis arrivé tôt pour voir si les mamans de la classe avaient besoin de plus d'aide, et j'ai discuté avec elles. Karina s'était comportée aussi bien qu'elle le pouvait depuis que je l'avais grondée, alors je leur ai réservé des places à tous les deux. Ils ne sont pas venus. Ma fille n'avait pas un grand rôle, mais Faustino n'était pas le genre de papa à manquer ces choses, et Karina était une bonne grand-mère. Honnêtement, j'étais perplexe à ce moment-là. Je ne savais pas quoi dire à Lucia lorsque la pièce s'est terminée, et aucun d'eux n'était là pour la féliciter, alors je me suis excusé auprès des gens après avoir pris plein de photos, et nous sommes partis. Je me suis excusé auprès de ma fille sur le chemin du retour, et elle a haussé les épaules. Elle faisait souvent ça en s'approchant de l'adolescence, mais je savais qu'elle était déçue. Au moins, j'étais furieuse à l'intérieur. Si cette absence avait quelque chose à voir avec l'obsession folle de ma belle-mère pour ce type, David, j'allais exploser. Je ne savais tout simplement pas que nos vies allèrent changer pour toujours. En rentrant à la maison, « Maman, la porte d'entrée est ouverte », a dit Lucia en se garant. « Quoi ?» J'ai regardé,
Et elle avait raison, et ce n'était pas normal pour nous. Alors je lui ai dit de rester dans la voiture pendant quelques minutes. Je suis entré dans ma maison lentement, et c'était un chaos total. Ma table basse était renversée, la vieille lampe de ma grand-mère était brisée au sol, certaines des photos sur mon mur étaient de travers, et d'autres étaient également au sol. J'ai avancé plus loin, appelant Faustino et Karina, et personne n'a répondu. J'ai senti ma main trembler en prenant mon téléphone et en composant le numéro de mon mari. Ça sonnait encore quand je suis allé plus loin dans ma maison, et tout à coup, je l'ai entendu, sa sonnerie. J'ai ouvert la porte de notre chambre d'un coup et j'ai vu un grand désordre, mais le téléphone de Faustino était sur la table de nuit de son côté du lit. J'ai appelé Karina et j'ai entendu sa sonnerie venant de la chambre d'amis que nous avions transformée en sa chambre. J'ai composé le 911 après cela. Je ne savais pas si c'était trop tôt pour les appeler, mais ma maison autrefois impeccable était un champ de bataille, et mon mari et ma belle-mère n'étaient pas là. La police est arrivée et a inspecté les lieux, et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de Rover. Il avait également disparu. Je leur ai dit ce que je pouvais tout en gardant mes bras autour de Lucia qui pleurait dans mon ventre. Répondre aux questions des policiers était difficile, mais une en particulier m'a frappé. Un agent a dit « Votre belle-mère ou votre mari se sont-ils disputés avec quelqu'un récemment ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment soupçonné David. Après des semaines de commentaires de Karina, je me suis dit que j'aurais peut-être dû l'écouter. Alors je leur ai dit que ma belle-mère était convaincue que le voisin était un harceleur. J'ai dû leur dire ce que j'avais entendu de Claudine et ce que Karina avait théorisé, mais j'ai insisté sur le fait que je n'étais pas très sûr. Je ne voulais pas le mettre en difficulté sans raison. Et en parlant de voisins, certains s'étaient rassemblés, y compris quelques-unes des mères qui m'avaient vu à la pièce de théâtre, mais David n'était pas dans les parages. Un policier est allé à sa porte et est rapidement revenu en disant que personne n'était à la maison. Cela a vraiment empiré les choses parce qu'au fond de moi, je me suis dit que j'aurais dû être plus prudente. Les policiers sont partis, promettant de lancer une enquête et me demandant de les appeler si je trouvais quelque chose de nouveau. Mais je ne pouvais pas rester chez moi en mettant ma fille en danger. Alors nous avons emballé quelques affaires et sommes allés dans un hôtel. Claudine m'a appelé le lendemain matin et m'a demandé ce qui s'était passé. Comme je l'ai mentionné, elle vit à quelques pâtés de maison, donc elle n'aurait pas vu les lumières clignotantes de la police. Je lui ai raconté mes soupçons, et à ma grande surprise, elle a dit que David n'aurait jamais rien à voir avec cela et qu'elle en était certaine. Je lui ai dit qu'il n'était pas non plus chez lui, et elle a dit qu'il dormait chez elle. Personne ne savait qu'ils étaient ensemble. La différence d'âge était difficile à digérer pour certaines personnes, a-t-elle dit, et j'étais stupéfaite. Je ne l'aurais jamais imaginé, mais cela avait du sens. En y repensant, nous étions près de la maison de Claudine lorsque David marchait à côté de nous, alors que nous promenions Rover, et que Karina avait fait certaines de ses premières accusations, mais il avait fait demi-tour à ce moment-là. C'était il y a longtemps. J'ai demandé à Claudine, et elle a dit que leur relation ne durait que depuis quelques mois, donc la chronologie correspondait. Alors, qu'est-il arrivé à mon mari et à ma belle-mère si David n'était pas le problème ? Je ne l'ai jamais découvert, en fait. Après quelques jours à l'hôtel, je suis rentré chez moi avec Lucia, et David m'a même parlé, se proposant d'aider si la police cherchait quelque chose, et je l'ai remercié. La police a également parlé avec lui, et je pense qu'ils l'ont rapidement exonéré de tout soupçon. Ils ont ensuite effectué des recherches avec des chiens spécialisés, et tout ce qui s'ensuit. Ils ont fouillé la maison de Karina hors de l'état, et elle était impeccable, mais personne n'y était allé depuis un certain temps. Aucune caméra de sécurité n'avait capté quoi que ce soit. Ils n'avaient aucun indice, rien, jusqu'à ce qu'ils trouvent un chien de sauvetage mort dans une ferme à 2 heures de route, et son collier portait le nom de mon chien. Ils n'y auraient probablement pas prêté attention si la disparition de mon mari et de ma belle-mère n'avait pas été si étrange. L'un des agents qui était venu au départ m'a dit que je devais me préparer, ainsi que ma fille, car il était très probable que Faustino et sa mère ne soient plus en vie. Ce n'était pas facile, mais j'ai réalisé ma force à ce moment-là. Je suis restée forte pour ma fille, nous poussant à revenir à une vie plus ou moins normale pendant que la police faisait son travail. Et le temps a passé, et cette étrange normalité est devenue notre véritable normalité, et l'affaire s'est refroidie. Pas de corps. Encore une fois, rien. Des années ont passé, et Lucia est entrée dans son adolescence. Elle avait du mal au lycée, alors nous ne pouvions tout simplement plus attendre. Nous devions partir. Nous avons déménagé à des heures de route dans une région beaucoup plus ensoleillée, entourée de plages, et j'ai vu Lucia s'épanouir. Moi aussi. Aussi difficile que cela soit à avouer, partir était la seule chose à faire pour nous. D'autres années ont passé,
et Lucia a obtenu son diplôme de lycée et est allée à l'université. Elle est sur le point d'obtenir son diplôme et je suis très fier d'elle. Alors je planifiais un grand voyage à l'étranger. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné cette publication sur un compte aléatoire que je ne suis pas? Celle qui a changé nos vies. Vous savez comment votre téléphone sait simplement les choses maintenant? Comme si vous pensiez à acheter un nouveau maillot de bain et tout à coup, vous obtenez des publicités pour des maillots de bain. Je sais qu'il y a une sorte d'explication informatique ici, mais ce n'est pas le sujet. Il s'agit de la photo qui m'a fait remettre en question tout. Cela fait longtemps, mais je le reconnaîtrai n'importe où. Faustino était en arrière-plan de cette photo, et je sais que les gens se ressemblent, mais Karina était avec lui. Son visage était aussi clair que le jour, même s'ils étaient derrière un modèle en maillot de bain. J'ai parcouru le compte, c'était bien sûr une marque de maillot de bain, et ils avaient plusieurs modèles dans différentes pièces, mais dans la même rue. J'ai essayé de trouver d'autres photos d'eux, mais il n'y avait rien, ce qui signifie qu'ils ont dû passer pendant que la marque faisait sa séance photo ou quelque chose comme ça. Ainsi, mon mari et ma belle-mère, qui avaient disparu de nos vies il y a près de 10 ans et qui étaient considérés comme morts, étaient soudainement en parfaite santé dans les rues de quelques pays européens, connus pour son art et sa bonne nourriture. Peut-être que je deviens folle, peut-être que cela fait trop longtemps, mais que s'est-il passé? Pourquoi sont-ils partis? Était-ce planifié? Ont-ils tué mon chien? J'aimerais savoir, et je ne suis pas sûr de devoir en parler à Lucia ou à quelqu'un d'autre. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un d'aussi proche de moi pouvait être capable de quelque chose d'aussi terrifiant. La vérité est que cela m'a pris beaucoup de temps pour accepter ce qui se passait, et encore plus pour faire face au fait que le harceleur était dans ma propre maison, m'observant sans que je le sache. Je m'appelle Teresa, et voici mon histoire. Tout a commencé par quelque chose d'apparemment inoffensif, une lettre anonyme. C'était un après-midi comme les autres, lorsque je rentrais de l'université. La journée avait été longue et fatigante, et j'étais soulagé de rentrer chez moi. Ma mère était au travail, et j'avais la maison pour moi toute seule. En triant le courrier, j'ai trouvé une enveloppe sans expéditeur. En l'ouvrant, j'ai découvert une lettre écrite à la main, avec une calligraphie élégante mais troublante. Le contenu était étrange, un message court qui disait « Je te vois plus que tu ne l'imagines ». Il n'y avait pas de signature, juste cette phrase inquiétante. Au début, j'ai essayé de ne pas y accorder trop d'importance. J'ai pensé que cela pouvait être une mauvaise blague, ou même une lettre envoyée par erreur. Mais ce qui avait commencé comme une simple frayeur s'est vite transformé en quelque chose de beaucoup plus perturbant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir d'autres lettres. Elles étaient similaires à la première, avec des messages de plus en plus personnels, mentionnant des détails sur ma vie quotidienne que personne ne devrait connaître. Ma mère, au début, s'est inquiétée. Mais comme les lettres ne contenaient pas de menaces directes, nous avons décidé de ne pas trop nous alarmer. Les lettres ont rapidement été accompagnées de cadeaux. De petits objets qui semblaient inoffensifs au début, un bracelet, une écharpe et des choses similaires. Ce qui était le plus déconcertant, c'était que ces cadeaux semblaient souvent être des objets que j'avais déjà vus chez moi. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être perdu certains de mes objets et que quelqu'un les avait retrouvés. Mais ensuite, les photos ont commencé à arriver. J'ai reçu une photo en noir et blanc de moi dans la cuisine, prise clairement sous un angle qui ne pouvait pas avoir été capturé depuis la rue. La photo était nette et détaillée, montrant des parties de la cuisine que seul quelqu'un à l'intérieur de la maison pouvait voir. J'ai eu le cœur au bord des lèvres en réalisant que le harceleur avait accès à mon domicile. La terreur s'est emparée de moi lorsque j'ai commencé à recevoir des photos encore plus intrusives. Des images de ma chambre, des photos de mon lit et de mon bureau. Les photos étaient clairement prises depuis l'intérieur de la maison. La première fois que j'ai vu l'une de ces images, je suis resté pétrifié. La photo montrait une vue de mon bureau où j'avais laissé quelques livres et une tasse de café. Il n'y avait aucun moyen pour que quelqu'un puisse avoir pris cette photo sans être à l'intérieur de la maison. Un frisson m'a parcouru le corps en réalisant que quelqu'un entrait dans mon espace personnel sans que je le sache. J'ai essayé de parler à ma mère de ce qui se passait, mais elle semblait sceptique. Elle pensait que cela pouvait être quelqu'un qui me faisait une mauvaise blague ou un admirateur non désiré. Mais les choses ont empiré. L'invasion de ma vie privée est devenue de plus en plus évidente. J'ai commencé à trouver des objets à des endroits où je ne les avais pas laissés, comme si quelqu'un les déplaçait pour m'espionner. Un soir,
En rentrant d'un dîner avec des amis, j'ai trouvé une lettre dans ma chambre. Cette fois, la lettre contenait un message perturbant. « Tes vêtements te vont si bien, je suis content que tu les portes. » Jointe à la lettre, il y avait une photo de l'un de mes t-shirts préférés, clairement prise, alors qu'il était accroché dans mon placard. J'ai été prise d'une panique absolue, réalisant que quelqu'un était entré dans ma chambre pendant mon absence. La situation a atteint un point critique lorsque j'ai commencé à remarquer des objets et des vêtements qui manquaient. Un après-midi, alors que j'étais seul à la maison, j'ai entendu un bruit dans ma chambre. Je me suis approchée lentement, essayant d'être discrète. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé quelqu'un dans ma chambre, en train de prendre des photos. Mon cœur s'est arrêté à ce moment-là. L'intrus a réalisé ma présence et, avec une expression de surprise et de peur, a pris la fuite. C'est alors que je me suis rendu compte qu'il s'agissait de quelqu'un que je connaissais, le frère de mon beau-père, Georges. Georges avait toujours été une présence occasionnelle dans ma vie, car je ne le voyais que lorsqu'il rendait visite à mon beau-père. C'était une figure distante mais apparemment inoffensive. Cependant, le fait qu'il se trouvait dans ma chambre prenant des photos de mes sous-vêtements a été un coup dévastateur. J'ai ressenti un mélange de honte et de terreur en réalisant que c'était lui qui se cachait derrière tout cela. J'ai immédiatement appelé ma mère et lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle était sous le choc et, bien qu'il lui ait été difficile de me croire au départ, les preuves étaient irréfutables. La situation est devenue encore plus compliquée lorsque Georges, réalisant qu'il avait été découvert, a tenté de minimiser la situation et de nier sa culpabilité. Cependant, la vérité était évidente. Ma mère, dévastée par cette trahison, a décidé de s'éloigner de mon beau-père. La relation entre eux est devenue insoutenable et finalement, ma mère a décidé de mettre fin à leur relation. Georges a disparu de nos vies et nous ne l'avons jamais revu. Le fait d'avoir été envahi par quelqu'un de si proche et de confiance a été profondément perturbant. La trahison et la peur ont laissé une marque durable en moi et bien que j'ai essayé de continuer ma vie, cette expérience m'a changé à jamais. Dans les mois qui ont suivi, j'ai essayé de reconstruire ma vie et de retrouver un sentiment de normalité. Ma mère et moi avons déménagé dans un nouvel endroit, et bien que cette expérience ait laissé des cicatrices, j'ai tenté de laisser derrière moi la peur et l'insécurité. Malgré tout, le souvenir de cette période et le sentiment de vulnérabilité restent présents dans mon esprit. Ce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir m'arriver, une invasion si intime et terrifiante, m'a appris à valoriser ma sécurité et à être prudente avec les personnes en qui je place ma confiance.